Alors ça me fait très plaisir de vous présenter Charles Bouveron. Et je me suis souvenu qu'en 2010, dans ce même amphithéâtre, Exactement. je t'avais remis le prix du jeune statisticien de l'International Association for Statistical Computing à l'occasion du congrès Compstat. C'est exact. Bien. Voilà, donc nous rééditons. Ah bah, le prix du jeune chercheur, je prends, parce que surtout jeune, quoi. Moins de 30 ans, bon, écoute, on va modifier les états civils. Bien, alors, bon, après des études à Grenoble, Charles a été maître de conférence à Paris 1 de 2007 à 2013, puis professeur des universités à Paris Descartes jusqu'en 2017, et depuis quelques mois. Donc, Charles est professeur à l'Université Côte d'Azur, donc à Nice, et titulaire de la chaire d'excellence INRIA en data science. Alors, tes thèmes de recherche, si je me souviens bien, c'est l'apprentissage, et plus particulièrement les méthodes d'apprentissage en grande dimension, avec des données fonctionnelles hétérogènes, et avec même des applications en chimiométrie. On en a vu un exemple ce matin avec une collaboration co-signée, en humanité, en analyse d'images. Tu es fondateur, enfin cofondateur d'une conférence qui s'appelle StatLearn, pour Statistical Learning, et tu as présidé aussi un groupe de la SFDS, qui était le groupe Statistique et Images. Bien, donc l'objectif étant de te laisser la parole, je m'arrêterai ici. Donc à toi, Charles. Merci Gilbert. Merci tout d'abord au comité scientifique et au comité d'organisation pour l'invitation et l'organisation de cette très jolie conférence. Et donc maintenant je vais vous présenter un travail qu'on a fait récemment avec Pierre-Alexandre Mattei et Pierre Latouche sur de la sélection de variables dans un cadre d'ACP, donc un cadre que vous connaissez bien. Alors, j'ai l'habitude de commencer mes exposés par cette phrase de Paul Valéry, juste pour dire qu'en fait, effectivement, on est toujours dans un compromis entre des modèles très simples qu'on comprend bien, mais bon, forcément, qui ne marchent pas toujours très bien, des modèles très compliqués qui marchent très bien, mais qu'on ne comprend rien de ce qui se passe. Et l'idée un petit peu de l'ensemble de mes travaux de recherche, et en tout cas de cet exposé, c'est justement d'essayer de trouver un compromis, un modèle de la bonne complexité, mais en gardant ce côté de l'interprétation. Et ici, l'interprétation va passer par la sélection de variables. Alors, du coup, moi, mon fonds de commerce, c'est donc l'apprentissage statistique, et en particulier tout ce qui est un petit peu données complexes. Et par données complexes, du coup, j'entends la grande dimension principalement. Bien sûr, il y a aussi toute la masse de données. Ça, c'est plutôt des choses que j'adresse avec le clustering. Alors, je m'intéresse aussi à tout ce qui est un peu données évolutives et données hétérogènes, ce qui est vraiment un des enjeux de l'apprentissage statistique en général. Et vous, en chimiométrie, vous avez la chance, vous n'avez pas trop ce problème d'hétérogénéité, c'est-à-dire de différents types de données, puisqu'en fait, c'est vraiment des problèmes où on a pour l'instant très peu de solutions. Et en tout cas, dans tous les travaux que je mène, on essaye de garder, avec mes co-auteurs, on essaye de garder vraiment la vision du praticien, c'est-à-dire la personne qui va utiliser les méthodes qu'on développe. Et donc, forcément, la visualisation des données, c'est quelque chose qui est important pour tous. Et en fait, ce qui est vraiment très, très utile, c'est d'être capable d'avoir un retour à nos données d'origine, donc une sélection de variables qui ont vraiment du sens. C'est-à-dire parmi toutes les mesures que je vais faire, quelles sont celles qui ont vraiment une portée pour le problème qui m'intéresse. Et puis, comme on est statisticien, nous on travaille vraiment avec des modèles probabilistes qui fournissent une modélisation et forcément aussi des probas en sortie qui ont quand même quelques avantages dans des situations où on a besoin de prendre des décisions, par exemple en médecine. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'ACP. Alors, le gros avantage en venant parler ici, c'est que je n'ai pas besoin de vous motiver pendant des heures à l'intérêt de l'ACP. Dans certaines communautés, il faut le faire. C'est vraiment une technique qui a beaucoup été utilisée dans des domaines extrêmement variés, toujours avec cette idée de réduction de dimension, de réduction de la complexité du problème. Et il y a quand même une situation où l'ACP quand même commence à toucher ses limites, c'est ce qu'on appelle la ultra grande dimension. C'est quand le nombre d'exemples, le nombre d'observations, petit n, devient
petit devant la dimension de l'espace. Et il se trouve que forcément dans des questions de chimiométrie, mais ailleurs aussi, on a vraiment cette problématique qui est récurrente. Et là, effectivement, on a quand même des difficultés et il faut essayer de faire des choses malgré cela. Alors, pour motiver cet exposé, et c'est un exemple sur lequel je reviendrai, on a travaillé récemment avec donc la plateforme RMN de Paris-Descartes et HEGP, donc l'hôpital européen Georges Pompidou, sur un problème de... c'est de la RMN, c'est de la métabolite et métabolomics, et la maladie sur laquelle on souhaite travailler, c'est donc du coup l'insuffisance rénale chronique, qui est une maladie qui est difficile à diagnostiquer, puisqu'en fait les symptômes sont principalement maux de tête, fatigue, donc en fait c'est extrêmement vague. Et donc ce qui intéresse les collègues médecins, c'est d'être capable de repérer, diagnostiquer très tôt les patients atteints de cette maladie pour pouvoir effectivement avoir un effet important sur l'évolution de la maladie. Alors là, on avait très peu d'observations, on avait 110 patients, on a travaillé sur des échantillons d'urine, 110 patients qui sont passés donc, dans un spectromètre RMN, et après un premier débroussaillage, on avait quand même 816 variables qui restaient utiles, donc on voit ici très bien le ratio 110 sur 816 qui est clairement pas en faveur de l'estimation statistique. Alors, il y a un double jeu, c'est-à-dire qu'ici, on veut bien sûr être capable de faire du diagnostic de façon précise, on veut ne pas se tromper, donc il y a un problème de classification, mais aussi il y a un problème de compréhension, c'est-à-dire que les médecins ont vraiment envie d'être capables de trouver des marqueurs, donc des variables, qui seraient spécifiques, par exemple, au stade précoce de la maladie. Et donc, si on était capable de faire ça, on pourrait éventuellement construire un petit test très rapide qui s'appliquerait quelque part en routine à l'hôpital. Alors, je reviendrai sur cet exemple tout à l'heure. Et avant, je vais vous présenter donc une méthode qu'on a développée qui permet de faire de la sparsité bayésienne dans un cadre d'ACP. Alors, vous reconnaissez, on a déjà vu plusieurs fois ce type de décomposition, bien sûr, pour présenter l'ACP. Donc, on a un jeu de données X ici que j'ai juste transposé, et donc il est en grande dimension. On a ici un petit n ligne et ici p colonne. Et puis, on souhaite en faire une réduction de dimension, c'est-à-dire trouver ici des équivalents des observations dans un espace à petit d dimensions, avec d bien sûr plus petit. Et le jeu, comme vous le savez, c'est d'arriver à estimer cette matrice W, la matrice des Ludings, de manière efficace. Alors, donc c'est connu depuis longtemps qu'en fait, quand n est plus petit que p, c'est difficile de faire ça. C'est-à-dire que même les approches naïves de calcul de l'ACP vont échouer quand n est plus petit que p. Et donc, depuis plusieurs années, on parle, et on en a beaucoup entendu parler, de méthodes parcimonieuses. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on a compris que quand les valeurs qui étaient petites, si on prenait la décision de dire elles sont 0 ou elles ne sont pas 0, eh bien ça régularise beaucoup le problème et ça facilite le problème d'estimation. Et donc, donc il y a une dizaine d'années, on a eu tous les travaux autour de la sparsité par approche lasso, donc par pénalité L1, L2. Donc c'est tous les travaux autour de sparse PCA, de Zhu, Asti et Tibshirani. Donc on voit une petite dizaine d'années, qui ont vraiment ouvert la porte à l'usage de ces techniques. Après, on a eu sparse PLS, etc. Donc toute une famille de méthodes sparses. Alors l'idée est simple, c'est-à-dire que dans la matrice W, on va se poser la question de est-ce qu'un coefficient, il est 0 ou il est différent de 0. Et donc quand c'est 0, on met un vrai 0, et donc c'est-à-dire qu'on ne va plus jamais estimer une valeur pour ce paramètre-là. Alors, les gens qui ont vendu l'ACP, ils ont dit ah ben, ça permet de faire de la sélection de variables. Alors, en effet, si on prend un axe, donc c'est-à-dire juste une colonne de W, on voit qu'il y a deux variables qui sont inutiles. Après, le problème, c'est que souvent, un axe, c'est pas beaucoup en ACP. Donc, on en prend 3, 4, 10. Et là, en fait, si on commence à mettre des zéros sans aucune structure particulière, et en fait, c'est assez rare qu'une ligne entière soit inutile. Et donc, par exemple, dans cet exemple, vous voyez qu'il y a quand même quelques zéros dans la matrice, et pour autant, il n'y a aucune variable qui est enlevée. Toutes les variables restent utiles à un moment ou à un autre. Alors, nous, on a voulu aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a voulu faire de la sparsité structurée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question est-ce qu'un coefficient est 0 ou pas, on se pose la question est-ce que la variable est utile ou pas. Et donc là, à ce moment-là, la décision, ça sera de mettre une ligne entière à 0. Et donc là, on opérera vraiment une sélection de variables tout en faisant de la réduction de dimension.
Donc voilà l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, je vais vous raconter les choses d'une façon peu usuelle. D'habitude, en fait, d'ailleurs, si vous lisez l'article de recherche, on ne le raconte pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on vous présente le modèle qui va marcher et on vous dit, ah, on a eu cette idée-là. En fait, c'est jamais ça. C'est-à-dire qu'on a une idée première, simpliste, qui, on essaye de la mener jusqu'au bout, puis en fait, ça échoue. Donc après, on comprend qu'en fait, il faut modifier là pour y arriver. Et du coup, là, je vais vous montrer exactement le processus. Le premier modèle qui ne marche pas, et je vous montrerai après le deuxième qui, pour le coup, marche. Alors le premier, il part de l'ACP probabiliste de Astier et Tibshirani. Donc du coup, c'est un modèle linéaire très simple. Vous avez ici les données qu'on observe, qui sont une combinaison linéaire de W et de la variable latente Y, plus un terme de bruit. On met des hypothèses de loi normale sur Y et sur le bruit, extrêmement simple, et donc W, c'est notre paramètre. Ici, c'est le paramètre du modèle statistique qu'on souhaite estimer. Alors, ce modèle-là, le seul intérêt qu'il a, c'est qu'en fait, il permet de justifier l'ACP qu'on connaît depuis un siècle. Donc, le théorème qui est là, il vous dit simplement, eh bien oui, quand on fait l'estimation par le maximum de vraisemblance de ce modèle-là, de W, on tombe sur, effectivement, ce sont les axes, les vecteurs propres associés aux plus grandes valeurs propres de la matrice de covariance. Donc, ça justifie, sous hypothèse gaussienne, l'ACP. Alors, ça justifie, mais surtout, ça nous permet de dériver de nouveaux modèles à partir de celui-là. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, on reprend le même modèle qu'avant, et on rajoute notre idée qu'on veut faire de la parcimonie structurée. Donc, on met une matrice V devant. V, c'est une matrice extrêmement simple, c'est une matrice diagonale qui a des 0 ou des 1 sur sa diagonale, indiquant que la variable est active ou inactive. 1, c'est actif, et 0, c'est inactif. Donc V, petit v, donc c'est un vecteur binaire, et du coup, la multiplication de V par W, ça fait une matrice qui est sparse par ligne. Et donc, le nombre de variables actives, ici, ça sera donc le cardinal de V, donc petit q. Alors, nous, on s'est placé dans un cadre qui est celui de ce qu'on appelle la sélection de modèles, la sélection de modèles bayésienne, donc on veut opérer un choix de modèles. Alors, dans ce cadre-là, on va vouloir calculer une quantité qui est ce qu'on appelle la vraisemblance intégrée, qui a cette forme-là. Alors, on voit déjà apparaître ici une intégrale sur un espace qui est quand même très grand, donc qui est l'espace de W, et forcément, ça va être très compliqué de calculer cette intégrale. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé depuis de nombreuses années pour essayer d'avoir une expression explicite de ces quantités-là. Alors en fait, c'est difficile, ils n'y arrivent pas, et donc, et nous on l'a fait aussi souvent avant, en fait, on fait des approximations. Donc on essaye de s'en sortir avec des approximations. On obtient des résultats en faisant ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, quand même, on est arrivé à avancer vers une solution. Donc on a obtenu une expression explicite de cette vraisemblance intégrée, qui est celle-ci. Alors elle n'est pas très très jolie. Et vous voyez qu'on a quand même fait un boulot important, puisqu'on est passé d'une intégrale sur P fois D paramètres sur ici simplement une intégrale univariée. Donc on se dit qu'on a quand même beaucoup avancé et beaucoup simplifié le problème. Alors pas de chance parce qu'en fait, ici vous avez une fonction de Bessel qui est extrêmement difficile à calculer numériquement et en fait c'est trop instable, on n'y arrive pas. Donc en fait c'est un joli résultat mais qui sert à rien. Bon, alors fort de ça, on n'a quand même pas désespéré et puis on a essayé de modifier un peu le modèle pour s'en sortir. Alors en plus, on a modifié le modèle d'une façon qui a du sens, hein, quand même, c'était pas juste pour que ça marche. On garde toujours notre lien linéaire entre Y et X, et simplement, en fait, ce qui coinçait, c'était la façon de gérer le bruit. Et du coup, la façon qu'on a ici, c'est de séparer le bruit en deux termes. On va avoir un bruit qui va être propre aux variables actives et un bruit qui est propre aux variables inactives. Ça a quand même du sens, parce que, a priori, le bruit sur les variables actives, ça c'est quelque chose qui devrait être petit, et par contre, l'autre bruit, le vrai bruit, celui-là, il doit être un petit peu costaud. Donc là, on a cette capacité, on sépare les deux bruits, donc ça c'est le bruit sur les variables inactives, et ça c'est le bruit sur les variables actives. Et donc, on va se placer dans un cadre où, justement, on va dire que sigma 2, donc ce bruit des variables actives, on veut qu'il soit petit. Donc on va le faire tendre à 0. Et dans ce cadre-là, on obtient un deuxième résultat qui est beaucoup plus important, puisque là, on a une expression explicite de cette vraisemblance intégrée.
Donc là, ça fait apparaître, vous voyez qu'en fait, c'est un produit d'une loi normale et puis d'une loi particulière qui est une loi de Bessel, mais qui se calcule bien. Donc on arrive ici à un résultat qui est un très joli résultat mathématique. Et pour autant, à nouveau, il ne sert à rien. Pourquoi il ne sert à rien? Parce qu'on va vouloir optimiser cette quantité, et cette quantité, on va vouloir l'optimiser par rapport à quoi? Par rapport à V. Mais V, rappelez-vous, c'est un vecteur binaire. Et optimisation et binaire, en général, ça ne marche pas très très bien, d'autant que dans V, du coup, il y a 2 puissance P possibilités. Donc en fait, ce résultat, il est à nouveau très joli, mais il est inexploitable si vous êtes en grande dimension. Pour P égale 5, on va peut-être pouvoir le faire, mais au-delà, ça va être très compliqué. Donc on a un résultat mathématique très joli, mais qui est on peut difficilement mettre en pratique dans des cas de grande dimension. Alors là, on va se poser quand même des questions. Donc tout ce qui est estimation des paramètres, ça, c'est pas trop un problème. Donc sigma 1 et alpha, on le fait assez facilement. Et donc, il nous reste le problème de l'optimisation en V, qui a 2 puissance P possibilités. Alors, l'idée, c'est de fonctionner en 2 coups. C'est-à-dire qu'on garde ce résultat-là, mais d'abord, on va relâcher le modèle, comme en fait tout le monde le fait depuis des années, pour obtenir en fait un ordre des solutions. On va ordonner les modèles à essayer, et une fois qu'on a cet ordre, et du coup, là, on a la capacité d'optimiser sur le chemin de modèle. Puisque du coup, une fois qu'on a un ordre, on n'en a plus que P des modèles à essayer. Et là, par contre, effectivement, ça scale. Donc, c'est l'approche qu'on a proposée. Donc, du coup, pour relâcher, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on reprend à nouveau le même modèle, sauf qu'ici, on remplace V par U, et U, il est plus 0 ou 1. Cette fois-ci, il est entre 0 et 1. Et en faisant cette hypothèse-là, on arrive à utiliser des algorithmes d'inférence statistique, notamment du coup un algorithme qui s'appelle l'algorithme Variational Expectation Maximization, qui vous permet, en partant d'une solution initiale, de trouver une valeur candidate pour U. Après, à partir de ça, on va être capable de pouvoir réestimer les paramètres du modèle, refaire un choix pour U, etc. Et à la fin, on va avoir une solution, ça converge, et on obtient une solution candidate pour U. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des U-chapeaux qui sont entre 0 et 1. Alors, forcément, normalement, les variables actives, ça devrait être très proche de 1, et les variables inactives, ça devrait être très proche de 0. Mais nous, ce qu'on va surtout utiliser, c'est uniquement l'ordre de ces valeurs. C'est la seule chose qui va nous intéresser. L'estimation de V par U, elle est certainement pas très bonne, en tout cas pour les variables un peu incertaines, mais par contre, l'ordre, il est certainement intéressant et c'est ça qu'on veut exploiter. Alors donc, une fois qu'on a la convergence de ce premier algorithme d'estimation, on va maximiser la vraisemblance marginale, donc le théorème de tout à l'heure, donc cette formule importante mathématique qu'on a exhibée tout à l'heure, on peut l'utiliser, mais cette fois-ci en regardant un par un les modèles ordonnés. Donc comment ça marche? Ça va être très simple, c'est-à-dire que la variable qui a le plus grand U, on va d'abord lui mettre un V à 1, on calcule la vraisemblance marginale. Ensuite, on regarde le deuxième modèle, c'est-à-dire les 2 variables qui ont les plus grands U. Et à ce moment-là, on allume, on met à 1 les V. Et on recalcule la vraisemblance marginale. Et on fait ça, du coup, pour les P candidats qu'on a. Et la vraisemblance marginale, ça va faire une courbe qui varie en fonction de P. Et là où on a un maximum, j'ai trouvé le bon nombre de variables qu'il me faut pour expliquer mon modèle. Donc c'est de cette façon-là qu'on procède. Donc c'est un algorithme qui a 2 grosses étapes. La première, il est ici, c'est l'algorithme VEM qui du coup lui travaille sur une version relâchée de l'importance, une sorte d'importance des variables. Et une fois qu'on a la version relâchée, à ce moment-là, vous voyez que là il n'y a plus qu'une boucle sur P. On va calculer la vraisemblance intégrée, donc ici, pour chacun de ces modèles dans l'ordre. Et puis ensuite, le nombre de variables actives, ça sera simplement le Q qui maximise cette vraisemblance intégrée. Alors, pour rendre ça un peu plus concret, voilà ce que ça donne sur des simulations. Alors, pour que ça soit lisible, on n'a pas simulé en ultra grande dimension. Ici, vous avez simplement 30 variables
actives, et on s'est mis dans un cadre qui est très confortable, puisqu'on a 50 observations. Bon, ça fait quand même pas des masses, mais en tout cas, le ratio N sur P est plutôt bon ici. Alors, on a fait un modèle très simple, hein, donc c'est un modèle d'ACP probabiliste, donc exactement le modèle qu'on vous a présenté tout à l'heure, avec V qui a cette forme-là. C'est-à-dire que les 10 premières variables sont actives et les 20 qui restent ne sont que du bruit. D'accord? Alors, en bleu clair, vous voyez la solution. Donc la solution, c'est ce que je viens de vous dire. Donc en bleu clair, les 10 premières sont actives et les 20 dernières doivent être inactives. Première chose, les ronds bleu foncé vous indiquent les valeurs estimées par l'algorithme VEM, donc la version relâchée. Donc vous voyez qu'on a des valeurs qui sont entre 0 et 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme le problème est facile, on voit quand même que l'algorithme, déjà, il identifie, il y a des variables pour lesquelles il est quasi sûr. Déjà, il a quasiment la solution. Et puis, il y a des variables, voilà, il est un peu dans le doute. Bon, c'est raisonnable, hein, mais on sent qu'il est un peu dans le doute. Et là, pareil, bon, celles-là, il trouve qu'elles sont d'une importance faible, mais quand même, c'est pas 0. Et puis après, là, il y en a quand même, lui, il est quasi sûr, il les met à 0. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de faire l'allumage au fur et à mesure des variables et de calculer la vraisemblance marginale. Donc s'il n'y a que celle-là qui est active, la vraisemblance marginale est ici. Si après on allume les deux premières, la vraisemblance est là, etc., etc. Et on voit ici qu'on a bien un pic à 10 variables, qui est exactement ce qu'on avait simulé. Donc d'une part, l'ordre est bon, c'est ce qu'on voit ici, on voit que l'ordre est respecté. Et deuxièmement, la méthode est bien capable de trancher en disant, effectivement, c'est là qu'il y a la limite entre les variables actives et les variables inactives. Alors, là, ce que je vous ai présenté, c'est un exemple jouet facile et sous le modèle. Donc, c'est les conditions idéales pour nous, tout est vrai. Alors maintenant, on va aller dans des situations un petit peu plus difficiles et on va se comparer aux concurrents quand même. Alors, on a fait deux simulations. Une qui est ici, donc le premier tableau, c'est sous un modèle d'ACP avec un bruit gaussien, donc c'est assez favorable pour nous. Et ici, c'est avec un bruit Laplace. Donc là, pour le coup, c'est plus du tout notre modèle, c'est pas du tout favorable pour nous. On est traité comme les autres. On se compare au sparse PCA de Zhu, Astier, Tibshirani et au structured sparse PCA de Bach et compagnie, qui est une méthode récente et qui fait qui a un peu la même idée, mais par contre, pas du tout dans un cadre bayésien, encore une fois dans un cadre de pénalité lasso. Et ce qui est intéressant, donc la valeur que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un F-score, donc c'est le taux de bonne reconnaissance est pondéré par le taux aussi de fausses alarmes. Plus c'est grand, plus c'est proche de 100%, mieux c'est, bien entendu. Et ce qu'on voit, c'est que, du coup, dans notre cas qui est confortable, on fonctionne très bien. Et en tout cas, vous voyez que quand N est petit devant P, on a quand même un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus intéressant que la concurrence. Et quand on est dans un modèle qui n'est pas en notre faveur, on voit encore que quand N est plutôt confortable, eh bien on marche du même niveau que Structured Sparse PCA. Et par contre, quand N devient petit, on a quand même clairement un avantage, un gain à travailler avec notre méthodologie. Et je vous rappelle, vraiment, l'élément clé qui est de cette méthode-là, c'est qu'il n'y a absolument aucun paramètre à régler. Dans Sparse PCA, vous avez toujours le niveau de sparsité à trouver. Donc, il y a des stratégies de cross-validation qui existent. Mais nous, la méthode est vraiment 100% automatique puisqu'elle fait la sélection de variables et en plus, elle vous dit combien. Donc, le Q, il est trouvé automatiquement. Alors maintenant, sur des images, je vous rassure, un jour, vous allez voir des spectres, juste après. Sur des images, c'est assez joli à regarder, puisque du coup, ici, la sparsité, on va pouvoir la visualiser sous forme d'une image. Alors, on a pris un jeu de données qui est assez utilisé en machine learning, qui est les données MNIST. Alors, c'est vraiment le jeu de données des gens qui font du deep learning à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est vous avez des petites imagettes où dedans on a demandé à des gens d'écrire des chiffres manuscrits et il faut simplement reconnaître le chiffre. Alors là, nous on fait de l'ACP, donc là on s'est juste concentré sur la classe des 7 et on a voulu voir si l'ACP arrivait bien à retrouver l'idée d'écrire un 7. Alors on a pris le jeu de données classique, mais il est vraiment facile. Donc du coup on a pris aussi deux autres jeux de données
qui sont les sets, mais avec un fond random, et les sets avec à l'arrière des morceaux d'images naturelles. Donc le dernier jeu de données est vraiment difficile. Et puis ici, vous avez la sélection de variables qui est opérée par sparse-PCA, par structured sparse-PCA et par nous. Alors ce qu'on voit, c'est que quand même les deux premiers sont quand même des jeux de données en fait relativement faciles pour les ACP sparses, puisqu'ils retrouvent tous très raisonnablement la forme d'un set. Et le jeu de données derrière, le dernier, est quand même assez difficile, puisqu'on voit par exemple que sparse-PCA, il reconnaît tout sauf ce qu'il faut. Parce qu'en fait, on voit qu'il prend des variables partout, sauf là où il faut en prendre. SSPCA, il commence un peu à comprendre, parce qu'on voit qu'il récupère des choses à ce niveau-là, mais il est quand même très gêné par l'arrière-plan. Et là, c'est vrai que nous, on a quand même des résultats qui étaient même presque étonnamment excellents, puisqu'on a à peine une dégradation par rapport aux deux autres cas précédents. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous motiver sur éventuellement les possibilités de la méthode. Alors maintenant, revenons à notre problématique médicale. Donc on a donc des données qui proviennent d'HEGP. On a 110 patients, donc on a des patients sains et des patients malades. C'est une étude qui a été faite en 2013-2014 et on a travaillé ici uniquement sur les échantillons d'urine avec de l'ARMN. Donc du coup une technologie qui est totalement non invasive et reproductible. Alors, ici, je vous ai mis des spectres de chacune des classes de la maladie. Donc ici, vous avez les patients sains, là, les patients premier stade, et ici, le stade grave de la maladie. D'accord ? Alors, c'est vrai que, bon, rapidement, comme ça, on voit des différences, mais bon, c'est que des échantillons, enfin, c'est que quelques spectres, et quand même, on voit, enfin, ça ne saute pas non plus à l'œil la différence entre les données. Alors, nous, ici, on est dans un cadre où en fait on veut faire de la classification, de l'analyse discriminante. Alors on a plongé notre méthode qui s'appelle GSPPCA pour Globally Sparse Probabilistic PCA au sein d'une méthode qui existe de classification supervisée qui s'appelle HDDA, donc qui est High Dimensional Data Discriminant Analysis, qui est une méthode qui a une dizaine d'années et qu'on avait déjà utilisée dans un cadre avec les collègues du LASIR, dans un cadre de chimiométrie avec des résultats qui étaient tout à fait comparables avec SVM et PLSDA. Alors ce qui est intéressant dans cette méthode-là, et pourquoi on peut la combiner très facilement avec GSPPCA, c'est parce que l'idée d'HDDA, elle est très simple, c'est-à-dire que vous allez faire des ACP, mais par classe. Donc pour chaque classe de votre problème de classification, vous allez faire une ACP propre. Et donc, du coup, ici, on a simplement remplacé l'ACP usuelle qui est faite dans HDDA par une ACP sparse, globalement sparse. Donc, ça donne donc, le modèle, il est suivant, hein, c'est-à-dire que Z, c'est la variable qui vous indique dans quelle classe vous êtes. Donc, sachant que Z vaut K, eh bien, Y, ça va être VK, WK, X plus une moyenne. Donc, on voit qu'on a toujours le côté sparsité globale, mais par contre, cette fois-ci, dépendant de la classe. Alors cette méthode, on l'a simplement baptisée GS-HDDA, parce que ça apportait le côté globalement sparse, et on l'a mis donc en œuvre sur les données de RMN, et on l'a comparé avec les méthodes classiques, on va dire. Alors les concurrents qu'on avait identifiés, moi c'est principalement PLSDA, bien sûr, puisque c'est vraiment la méthode qui est utilisée en routine sur la plateforme RMN de Paris-Descartes. LDA, donc Linear Discriminant Analysis, qui est la méthode de classification linéaire la plus standard, qui donne des résultats en fait pas si différents des autres. HDDA, c'est-à-dire la méthode de classification HDDA mais sans sélection de variables, et GS-HDDA qui apporte la sélection de variables. Alors déjà, ici, ce que vous avez ici, c'est le taux de classification correct, et vous voyez déjà que le problème est extrêmement dur. D'accord ? Donc on a un petit 40% de bien prédit, donc c'est vraiment très difficile. On voit que PLSDA fait un petit peu mieux que LDA, mais c'est quand même pas non plus la fête. HDDA améliore les résultats de GS-HDDA, mais bon, on n'est pas non plus significativement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que GS-HDDA eh bien, fait un peu comme tous les autres, mais apporte de la connaissance. Puisque vous ne perdez pas en performance, à l'arrière on gagne un tout petit peu, mais vous gagnez en interprétation. C'est-à-dire que là où pour HDDA ou PLSDA, vous utilisiez en fait vos 816 variables,
Alors bien sûr, autant dans PLSDA que dans HDDA, il y a toujours un moyen de se faire une idée de qui sont les variables actives, inactives. C'est quand même pas binaire. Là, avec GS HDDA, pour chaque classe, vous aurez la sélection de variables qui permet de bien utiliser, de bien modéliser les données. Alors, forcément, donc, ce qu'on a envie de regarder, c'est la sélection de variables qui a été opérée. Alors voilà, donc ici, vous avez les spectres moyens de chacune des classes, donc le stade grave et les patients sains, et les bandes bleues vous indiquent les variables qui ont été sélectionnées. Alors sur les 816 variables, la méthode a en moyenne trouvé 200 variables par classe. Alors ça varie, hein, parce qu'il y a des classes où c'est 196 et d'autres où c'est 214, mais ça tourne un peu autour de ce ratio-là. Et ce qui est intéressant, forcément, en termes d'analyse, c'est surtout d'aller regarder les variables qui ont été choisies par une seule classe. Forcément, il y a des variables qui sont utilisées par plusieurs classes, mais il y a des variables qui sont spécifiques à certaines classes. Et du coup, là, en tout cas, les collègues de la plateforme RMN, c'est là où c'est très intéressant pour eux, puisque notamment, le stade qui les intéresse, c'est la classe 3 ici, qui est le stade précoce de la maladie. Et du coup, chacune des longueurs d'onde ici qui a été détectée comme utile pour décrire cette classe particulière, eh bien, ils sont en train de regarder quels sont les métabolites qui sont associés à chacune de ces variables pour essayer de comprendre mieux le fonctionnement de la maladie. Donc voilà la technologie qu'on a proposée et qu'on a mis en œuvre sur ces données de CKD. Donc c'est un travail, donc à la base, c'est vraiment un travail en ACP. Donc si vous avez simplement un problème d'ACP, si vous utilisez GSPPCA, vous avez la capacité de faire votre réduction de dimension tout en faisant une sélection de variables. Donc il y a le côté régularisation, mais aussi il y a le côté je n'ai pas besoin de dire à la méthode quel niveau de sparsité je veux. C'est automatique, c'est inclus dans le modèle. Et puis on a été capable du coup de le combiner avec une méthode de classification existante pour un petit gain de performance. C'est pas ce qui est à noter. Ce qui est vraiment à noter, c'est qu'on n'a pas de perte de performance et clairement du gain en interprétation. Donc voilà, ça c'est un travail qui a en tout cas donné, à mon sens, des beaux résultats, mais forcément aussi qui a ouvert pas mal de portes. Bien sûr, la question c'est aussi, est-ce qu'on est capable de faire le choix, on en a parlé ce matin, de la dimensionnalité un peu de la même façon. En fait, oui, on a un préprint récent avec Pierre-Alexandre Mattei sur cette question-là. En fait, oui, c'est plus work in progress, c'est préprint. Et puis, on va maintenant vers du clustering. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire la même approche, mais quand les classes ne sont pas connues, ça complique clairement le problème. Et là, c'est un travail en cours. Le code de GSPPCA est en R, est tout à fait disponible, donc n'hésitez pas à aller le chercher sur up5.fr/GSPPCA. Et je vous remercie de votre attention. Oui, donc d'abord bravo, c'était un super exposé, c'est intéressant de voir une méthode sparse de plus, et donc le commentaire va avec, c'est lors de la comparaison, vous auriez pu comparer aussi avec sparse PLSDA, donc qui offre les mêmes avantages que ce que vous dites. Et oui, on s'y attendait à la question. En fait, sur ce travail qui date un poil, effectivement, on ne l'a pas fait. En ce moment, on travaille du coup sur des problématiques, cette fois-ci en spectro de masse, et bien entendu, on compare à Sparse PLS, et on trouve un petit peu le même type de comparaison. D'accord. Juste pour vous donner une idée de... Voilà. Ça doit être à peu près équivalent. Comme de toute façon, Sparse PLS, la version Sparse PLS, c'est du lasso dedans. Donc, en fait, ça hérite, entre guillemets, du défaut qu'il y aurait de Sparse Picier. Oui, mais bon, comme c'est c'est censé cumuler les avantages. Et ma question, plutôt, c'est quelque chose que je n'ai pas compris, parce que vous démarrez votre exposé en disant qu'on ne peut pas faire d'ACP quand on a moins de N que de P. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas, j'ai dit que ce n'est pas facile. Non, j'ai dit qu'on ne peut pas le faire naïvement. Enfin, ça avait l'air beaucoup plus... Et or, nous, on en fait tout le temps, quoi. Voilà. Je sais bien, simplement, on ne peut pas le faire naïvement. Numériquement, naïvement, ça va mal marcher.
Alors après, forcément, on a beaucoup... en fait, une matrice de covariance, quand n est plus petit que p, déjà, elle n'est pas de plein rang, donc ça ne va pas être mais simple. on transpose et on a mais, la voilà. chose. Mais le naïf, c'était justement de ne pas faire ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément cette connaissance-là. Ça arrive. Ah d'accord, parce que sinon, Non, mais bien sûr, pour votre communauté, c'est évident. on sait qu'on a les mêmes valeurs propres et les vecteurs propres, on les retrouve facilement, donc c'est pour ça. Et ceci dit, ça n'enlève pas que quand n est plus petit que p, la stabilité et l'estimation des vecteurs propres est mauvaise quand même. Bah, sur la matrice transposée, enfin je sais pas. Bon. Non, mais en fait, par exemple, si vous simulez vraiment, donc vous vous donnez le modèle, c'est-à-dire vous connaissez les vrais axes, que vous simulez seulement peu d'observations devant votre nombre, c'est une expérience que vous pouvez faire, hein, ou après vous regardez l'angle qu'il y aura entre les axes que vous connaissez et ceux que vous estimez, vous verrez que la différence est significative. Ouais, enfin c'est juste pour conclure là-dessus, c'est que dans le monde de la chimiométrie, on travaille avec des données qui sont un peu particulières, hein, c'est-à-dire qu'en fait, même si on a 10 000 variables, le rang chimique ou informationnel qui est derrière est petit, c'est pas des tirages aléatoires. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait ça très souvent. Enfin, bon, c'est juste... Merci Charles. Félicitations. Je crois que si j'avais eu que les slides, j'aurais pas compris grand-chose, mais vraiment ton discours permet d'appréhender ce que tu fais. Oui, il fallait regarder les formules comme voilà. Du décor, on est d'accord. D'accord. Une question quand même. Ce que j'avais compris il y a quelque temps par spicier quand on fait avec une pénalisation, c'est que les composantes principales sont plus forcément orthogonales. Je me trompe ou Non. Et est-ce que dans ton cas, tu arrives à contraindre, enfin à sélectionner les variables et maintenir l'orthogonalité des composantes ou pas? Alors oui, parce qu'en fait, la méthode que je vous ai proposée, elle a un double objectif, c'est de trouver le nombre de variables actives et quelles sont ces variables actives. Et une fois qu'on le sait, eh ben en fait, c'est très simple, on refait une ACP que sur les variables actives. Mais par contre, du coup, une ACP classique, et donc du coup, les axes sont orthogonaux. Donc oui, effectivement, SPCA n'a pas d'axe... ils sont orthogonalisables, mais du coup, ça casse un peu la sparsité. Ouais. Et du coup, nous, on obtient effectivement des axes orthogonaux. Et sinon, je voudrais que tu commentes peut-être les derniers résultats, c'est-à-dire que quand tu fais la classification à 4 classes, et que tu obtiens 40%, je crois, de correct classification rate, moi, je m'arrêterais là, je n'oserais peut-être pas aller sélectionner des variables en me disant, bon, 40% pour 4 classes, alors, en fait, je suis pas très loin de... Enfin, je sais pas, je voudrais que tu commentes un peu ça. Non, effectivement, c'est vraiment un travail exploratoire et il paraît peu envisageable que les collègues médecins utilisent ça comme diagnostic pour le coup. Là, forcément, ce qui les intéresse plus, c'est le côté compréhension de la maladie. Donc là, à la rigueur, peu importe le taux de classification, la sélection de variables est intéressante en termes de compréhension. Après, par exemple, si on se pose simplement une question plus facile qui est est-ce que le patient est malade ou pas, en fait, là, on est à 95%. En fait, c'est vraiment les stades de la maladie qui sont très difficiles à différencier. Le diagnostic sain, pas sain est facile à faire. On a des très très bons résultats. Et là, c'est vrai que ce qui était intéressant pour eux, c'était la compréhension des différents stades. Et effectivement, là, on n'est pas capable vraiment de faire du diagnostic à ce niveau-là. Ok, merci. Oui, merci aussi pour ce superbe exposé. J'avais quand même une question sur le dernier graphique où il y a les 4 classes et des marqueurs. Voilà ici. Donc ça, ce sont les 4 classes de malades pour les 4 niveaux c'est du cancer, c'est ça? Non, c'est pas du cancer, c'est l'insuffisance rénale chronique. Et ça, c'est les patients sains. Voilà. Ça. Mais donc, ce sont les patients sains qui ne sont pas atteints de la maladie. Ah. Oui, effectivement, des fois, en cancer, le stade 4 d'une maladie du cancer, oui, c'est pas le bon stade. Il se trouve que la classe 4 ici est le bon cas où il faut se trouver. Voilà, donc il y a 4 classes, voilà. Mais donc l'objectif, c'est de pouvoir classer normalement des patients dans une classe. Mais ici, si on s'intéresse au diagnostic, oui. Les ACP ont été faits dans chaque classe, si j'ai bien compris. Et donc, les marqueurs qui sont trouvés là-dedans, ce n'est pas des marqueurs qui caractérisent la classe, mais qui caractérisent la variabilité entre les individus dans la classe. Donc, est-ce que ça intéresse vraiment les médecins, ça? Parce que si on travaille au sein d'une classe, ou bien j'ai rien compris. Mais tout à fait. Donc, ça, ce sont les variables qui sont utiles pour construire le sous-espace de chacune Mais du coup, en fait, l'idée, c'est que dans les données qu'on observe, il y a quand même beaucoup d'informations qui est du bruit. Ouais.
et qui ne modélise pas l'évolution des patients. Mais effectivement, c'est quand même des choses qui intéressent énormément parce qu'ils ont bien conscience qu'un patient malade, ils sont tous différemment malades. Et donc la variabilité au sein d'une classe, c'est très important pour un médecin de comprendre. Bien entendu, c'est ce qu'il cherche. Mais on ne différencie pas du tout ici entre les classes. Voilà. Le travail, il y a un travail de différenciation entre les classes, mais là, ce que je vous montre, effectivement, c'est les variables qui sont utiles pour décrire une classe. Donc c'est une question vraiment différente, quoi. Non, les deux, effectivement, sont considérées, mais elles sont différentes. Oui. Ok, merci. Bonjour, donc merci pour l'exposé. Est-ce que tu peux développer un peu sur ce que tu veux faire quand tu mixes classif et dans les extensions? Oui, le dernier point. Donc là, l'idée, c'est de faire d'étendre le problème quand on ne connaît pas les classes et donc quand on les cherche, donc faire du clustering. Et donc là, forcément, on complexifie un peu les choses puisqu'on veut faire des ACP par classe, par cluster, tout en cherchant les clusters. Donc forcément, c'est pas facile. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on appelle le subspace clustering? Oui, tout à fait. Oui. C'est une méthode de subspace clustering. Ok, d'accord, merci. Merci. Alors j'ai déjà une remarque, c'est que je pense qu'il y a une approche équivalente en PLS qui s'appelle Global Sparse PLS, qui permet de faire exactement ce que tu présentais tout dans l'exposé. Oui, c'est l'équivalent du structureux de Sparse PCA, effectivement. Oui. Non, mais en PLS, tu as la oui, je sais, mais je dis du coup l'équivalent en PLS du SSPCA. Exactement. Et donc, c'est mon commentaire. Et la remarque, la question, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour choisir le paramètre de régularisation dans justement la structure de PCA? Je pense qu'il y en a un. Il est donc dans structure de PCA, il est choisi comme dans SPCA par. Alors non, dans structure de PCA, il est fait par cross-validation. Et dans SPCA, il est fait par pourcentage de variance expliquée. Et cross-validation, ça veut dire que ce que tu cross-valides? Tu cross-valides la vraisemblance. En structure en PCA structure. Oui, par là. Ouais. Et c'est donc quelle vraisemblance? Du coup, la vraisemblance du modèle probabilistique PCA qu'ils ont dedans. De Génaton. On parle ça. Ouais. D'accord. Merci. Bien, nous remercions une nouvelle fois